Alors, cher ami, bienvenue. Bienvenue à cet événement de Aleph à la CSUQ, à la communauté séfarade unifiée du Québec. En ce dimanche pour nous, 14 heures, pour être raccord avec notre invité, le rabbin Michael Ben-Admon, que je vais vous présenter dans un instant, puisque lui se trouve en Israël. Et je sais parce que je vois déjà des noms de participants que nous sommes donc, certains d'entre vous majoritairement sont de Montréal, mais aussi de France et d'Israël. La conférence, entretien-conférence d'aujourd'hui s'intitule « Le judaïsme séfarade peut-il être exemplaire pour le monde juif ?» Quand on pose la question, effectivement, on se dit « Tiens, oui, il y aurait matière à discuter de tout ça. » Alors, je voudrais remercier le rabbin Michael Ben-Admon, qui est un ami. Nous avons eu le plaisir de l'inviter au Festival séfarade de Montréal en novembre 2018. 3 ans, qui nous semblent déjà une éternité, tant notre vie a changé depuis. Mais enfin, nous permet aussi d'user de médias, de techniques contemporaines qui nous permettent de prévoir cet événement avec toi, Michael. Alors, tu étais intervenu sur judaïsme et questions de société. Et l'on peut retrouver cette vidéo sur le site de Aleph. C'est aleph-études-juives.ca, donc aleph-études-juives-accolé.ca. Et on peut retrouver effectivement ces vidéos de 2018. Et ça avait été une véritable rencontre entre le rabbin Michael Ben-Admon et notre public ici à la communauté séfarade à Montréal. On m'en parle encore, je te le dis souvent, mais on m'en parle encore, parce que il semble que, aux yeux du public, tu incarnes, et nous le verrons sans doute au cours de cette conférence, à la fois un héritage dans lequel nos membres de la communauté séfarade se reconnaissent, et j'ajouterai un idéal à poursuivre. Alors, Michael Ben-Admon, rabbin et docteur en philosophie générale, il dirige le programme de formation complémentaire rabbinique séfarade du nom de Maharava, dans le cadre du cursus Amel au sein des institutions Or Torah Stone à Jérusalem, et ainsi qu'un programme de conversion, toujours à Jérusalem. Il enseigne la pensée juive à l'université de Bar-Ilan et est rédacteur de plusieurs programmes éducatifs pour les écoles juives de France et d'Israël. Auteur de plusieurs articles, collabore notamment à Pardes, qui est dirigé par Shmuel Trigano, et d'ouvrages en hébreu et en français. Il a publié, par exemple comme livre, Pourquoi Israël, les tentations territoriales, avoir, être, pouvoir, aux éditions Lishma, en 2017. Il est également possible de visionner certaines de ses conférences sur des thèmes très divers, parce que sa palette est très large. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'héritage séfarade, mais en réalité, le rabbin Ben-Admon intervient sur plusieurs thématiques. Vous pouvez les voir sur academ.org ou sur YouTube. Il a également une page sur Facebook. Et puis, Michael Ben-Admon collabore au LVS, La Voix séfarade, notre magazine que j'ai le plaisir de diriger. Et ainsi, vous pouvez retrouver ces articles en tapant LVS Magazine. Point quoi .org ou .com, je sais pas, il faut que je vérifie. Et là, vous pourrez, en allant sur LVS Magazine, en tapant son nom, retrouver certains de ces articles auxquels d'ailleurs je vais faire référence dans le cadre de cet échange, notamment un article qui s'intitule « Les bases de la loi juive dans le monde séfarade » et qui me servira un peu de fil conducteur, en tout cas pour la première question. Chers amis, nous n'avons pas le plaisir de vous voir parce que c'est un Zoom webinaire, mais je vous remercie vraiment d'être présent. Il s'agit de ce que j'ai intitulé un entretien-conférence, c'est-à-dire que je vais poser quelques questions au rabbin Ben-Admon, en lui laissant le temps de répondre, en interrompant parfois pour passer à d'autres questions. Je m'en suis déjà excusée auprès de lui au préalable, pour que tout ça puisse tenir au cours de l'heure qui sera la nôtre. Mais je voudrais vous dire quels seront les axes principaux que nous allons aborder, et aussi un petit peu en quelque sorte la méthodologie qui sera la nôtre et la vôtre pour poser des questions. Alors donc, nous allons commencer par nous intéresser aux singularités du judaïsme séfarade.
Ensuite, nous aborderons ces forces, dont certaines auront déjà été évoquées dans les singularités, mais aussi ses dérives, car il ne s'agit pas ici d'un entretien apologétique sur le monde séfarade. Enfin, nous nous pencherons sur ces défis qui sont les nôtres. Et en conclusion, nous essaierons de résumer tout ça pour répondre au titre de la conférence sous forme de questions. Alors vous aussi, cher public, vous pouvez poser des questions, non pas sur le chat, qui, si j'ai bien compris ce que nous a dit Janice Silverstein, qui est avec nous pour la technique et que je tiens vraiment à remercier ici, mais dans l'item qui s'appelle Q&A, donc question-answer. Donc je le regarderai régulièrement au fur et à mesure pour savoir si vous avez des questions ou des commentaires. Et à ce sujet, je voudrais vous dire deux choses. N'hésitez pas. N'hésitez pas à poser vos questions et à faire des commentaires. Au bout de l'heure d'entretien, je prendrai ces questions et le rabbin Ben Admon y répondra. Mais j'ai aussi une faveur à vous demander pour une sorte de statistique sauvage. Pour nos différentes demandes de subventions, nous avons besoin de savoir qui est notre public. Alors, si vous êtes de Montréal, et vous mettez juste « je suis à Montréal » et votre tranche d'âge, pas d'autres indiscrétions. Et nous déduirons que pour les autres, eh bien, ils nous ont fait l'amitié de nous rejoindre sans faire partie de notre continent, en tout cas du Québec. Voilà, je pense vous avoir à ce stade tout dit. Je vois déjà que certains d'ailleurs usent de l'item questions et réponses. Bon, bonjour Michael. Bonsoir, Alors, bonsoir. je vais commencer par singularité du judaïsme séfarade. Au-delà des mélodies, senteurs culinaires, tu écris dans ton dernier article du LVS, Les bases de la loi juive dans le monde séfarade, qui est en ligne, je te cite. La séfaradité est aperçue comme une façon d'appréhender le monde, comme un état d'esprit. Il ne s'agit pas de folklore, de tradition culinaire, mais d'un certain être au monde, qui, s'étant certes développé dans un lieu et un temps bien spécifique, n'en est pas pour autant tributaire. Bon, je trouve déjà cette expression tout à fait saisissante. Toujours dans cet article, tu développes cette manière d'être au monde, dont tu vas nous parler dans un instant, en particulier dans le cadre de la loi juive, et tu te réfères notamment au rabbin marocain Rabbi Yosef Messas, de mémoire bénie, 1892-1974. Et tu avances ces axes suivants. Donc je vais te lancer ces axes et sur lesquels tu vas nous répondre, notamment la centralité de la communauté et le choix des rabbins d'aller plutôt vers la vie du plus indulgent, ce qu'on appelle la koula. Tu dis aussi qu'ils ne font pas un culte, je te cite, un culte excessif du détail et de faire de ce détail l'apparence du tout. Tu soulignes qu'il y a une référence au fait d'interroger les anciens et de vérifier ce qui se passait à la maison. Et puis, tu relèves aussi la conjugaison du sacré et du profane comme un héritage du passé espagnol et de son âge d'or, je mets entre guillemets. Et puis enfin, et ça fera l'objet d'une question spécifique, tu parles du rapport particulier que les séfarades ont nourri au sionisme. Alors voilà, je te lance, Michael, sur cette première question. C'est quoi cette manière d'être au monde à partir de ces différents axes qui caractériseraient le judaïsme séfarade? Bon, ben écoute, tout d'abord, bonsoir à tous. Et bonsoir et Sonia Sarah, qui me fait le plaisir de m'inviter et qui me gêne avec tous ces compliments. Mais je suis avec plaisir avec vous. Et je dois dire que je perçois en effet certaines fois des idées que je peux faire entendre sur le monde séfarade. Et je suis toujours étonné de ne pas les entendre plus au sein du public séfarade lui-même. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai toujours considéré que je n'avais pas quelque chose de spécifique à rajouter, si ce n'est peut-être que c'est moi qui le dis. Mais j'ai l'impression que c'est quand même peut-être quelque chose qui fait partie d'un certain vécu. C'est de ça dont je parlais quand j'utilisais le terme un être au monde. C'est un certain vécu qui est partagé, qui est présent chez beaucoup, mais qui n'est pas toujours conceptualisé. En fait, je crois que la question de la singularité de l'être séfarade, de l'identité juive séfarade aujourd'hui,
C'est une question qui se pose pour plusieurs raisons. Tout d'abord, aux quatre coins du monde, je dirais, face à des communautés pour lesquelles la conservation des tendances ashkénazes ou séfarades du judaïsme est bien moins importante. En Israël, évidemment, les choses sont telles qu'elles sont. Les communautés avec les deuxième, troisième générations d'arrivée de Olim de part et d'autre s'intègrent et se mélangent. En dehors d'Israël, très souvent, en tout cas en Europe, les communautés sont plus dans une démarche de, je ne vais pas utiliser le terme de survie, parce que ça serait un peu trop fort, mais on va dire une démarche qui est celle de continuer à vivre et assurer une vie juive intéressante et pétillante. Et pour cela, peut-être que la polarité séfarade-ashkénaze peut déranger. Et donc, j'ai l'impression que dans notre monde, poser la question de l'être séfarade, eh bien, c'est certaines fois quelque chose qui peut gêner. On veut continuer à être juif. On veut continuer à être juif selon le judaïsme qu'on connaît à l'endroit où on vit. Que ce soit un judaïsme plus orienté européen, israélien ou nord-américain. Mais en tout cas, cette singularité-là, je pense qu'elle fait partie d'une certaine âme. Je me rappelle d'un livre que Shmuel Trigano, je crois le premier livre que Shmuel Trigano avait rédigé, un livre qui était difficilement compréhensible. Et puis c'était, le titre m'échappe Le là, récit de la disparue, non? le récit de la disparue. Voilà, le récit de la disparue. Et je me rappelle avoir vu là-bas justement la thèse du professeur Trigano, donc sociologue, donc qui analyse des faits sociaux. Et puis qui dit donc que selon lui, les sociétés ashkénazes et séfarades ne sont pas le fruit d'influences chrétiennes ou musulmanes, mais c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire c'est le juif, c'est la sparadité ou l'ashkénazité qui a en fait ensuite, on va dire, créé une certaine forme de société, même générale. Une thèse un peu folle, je dirais, mais pour lui, c'était vraiment une question d'âme. Il y a un être séfarade, il y a un être ashkénaze, une façon d'appréhender le monde. Alors, Sonia, c'est quoi cette façon d'appréhender le monde? Et je crois que, justement, c'est une religiosité qui s'appréhende dans le quotidien que chacun peut vivre. Ce n'est pas une spiritualité qui se vit uniquement, on va dire, sur un mode religieux, dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire à la synagogue, à la maison d'études, ou alors dans des moments de sommet spirituel, mais c'est justement un judaïsme qui se vit au quotidien. Et le quotidien, c'est les gens qui m'entourent, c'est ma famille, c'est les personnes que je côtoie au quotidien, c'est les gens avec qui je vais justement, on va dire, manger un repas. Et donc, quelque part, ce judaïsme-là, je crois, justement, a compris, ou je ne sais pas si c'était même conscient, il s'est créé de telle façon que justement, la communauté était fondamentale, parce que la communauté, c'est la famille élargie, c'est un peu avant le peuple, mais la communauté, c'est une donnée essentielle, et donc on vit en communauté, on vit avec la famille, puis avec les amis, et donc c'est évident que ce noyau premier doit véhiculer un élément fondamental de la vie juive. Et donc la communauté, elle est justement centrale. Et puisque cette communauté est centrale, eh bien, le type de discours religieux qui va se mettre en place, c'est un type de discours qui se tourne vers la communauté. Et une communauté, c'est un collectif qui est composé de personnes de milieux différents, des hommes, des femmes, des rabbins, des laïcs, des pratiquants, des non-pratiquants. Et donc, nécessairement, lorsqu'il y a une vie communautaire et que le rabbin fait partie de la communauté, il n'en est pas exclu. Au contraire, il cherche à en être partie prenante. Il ne va pas, on va dire, sortir de la communauté lorsque cette communauté le dérange. Il ne devrait pas sortir lorsqu'il y a, par exemple, des hommes et des femmes qui chantent, qui dansent. Oui, peut-être que pour lui, ce n'est pas la norme souhaitée, mais il fait partie, c'est son public. D'accord? C'est son public, c'est sa famille. Et donc, quelque part, son propos halachique cherchera toujours à être plus cool. Alors, d'une part, parce qu'il cherche à rendre grâce à la communauté, c'est-à-dire ne pas la culpabiliser d'une norme qu'il n'aurait pas conservée, mais d'autre part, parce que quelque part, il pressent que là, halakha, il y a Torah s'il y a peuple. Il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de Torah. Et ce qui l'intéresse, ce rabbin-là, c'est avant tout le peuple juif. Et la conservation de ce peuple, dans sa singularité. Et donc, quelque part, il accompagne le peuple. Justement, j'aime bien cette définition du rabbin comme un accompagnateur. Et donc, cette dimension d'abord de la communauté, judaïsme communautaire, c'est un judaïsme communautaire qui va donc
permettre de développer une halakha qui s'adapte à tous. J'aime ces rabbins qui, lorsqu'ils faisaient justement leur discours du Shabbat après-midi, eh bien, avaient dans le public, en première rangée, les rabbins de la ville, les dayanim, et puis ensuite on avait les personnes qui également étaient connaisseurs d'études, et puis après on avait ceux qui ne connaissaient rien, mais qui venaient, et tout le monde comprenait. Et tout le monde en avait pour son argent, si je peux dire, et quelque part, c'est pas des choses qu'on... C'est très difficile d'être à la fois populaire, mais de rester dans la profondeur. C'est très difficile d'être pertinent et de ne pas être dans l'apologie. Et lorsque je lis ces drachot, parce que les rabbins justement d'Afrique du Nord n'ont pas écrit de livres de philosophie, parce que leur philosophie est inscrite dans leur livre de sermons. Leur sermon était leur philosophie. C'est également une façon de penser la pensée, de penser la philosophie. En écrivant de la philosophie, on se sépare du peuple. Tout le monde n'est pas capable de comprendre les concepts. Et tout le monde n'est pas intéressé par les concepts. Mais par contre, tout le monde est intéressé par comprendre ce que veut la tradition. Et cette tradition, elle s'exprime justement dans le cadre qui est à la fois de la pensée, à la fois de la poésie. Et donc, quelque part, c'est d'abord la première donnée. La communauté comme base fondamentale, et ensuite, donc, la capacité à communiquer. La Kula, c'est cet instrument qui est la communication entre le rabbin et la communauté. Est-ce que C'est un outil. tu peux nous donner des exemples d'avis donc plus indulgents, ce qu'on appelle Kula, on va traduire tous les termes qu'on emploie en hébreu pour que tout le monde soit à l'aise. Est-ce que tu aurais en tête des exemples de décisions rabbiniques qui iraient dans le sens de cette indulgence? Et je te repose la question, est-ce que tu dirais que vraiment cette indulgence, c'est une caractéristique du monde séfarade? Alors, là, merci pour la question. Alors, il y a en effet, le monde de la halakha, c'est le monde de la halakha. Et c'est-à-dire qu'il se développe selon une certaine réflexion qui prend ses bases dans le Talmud, et ensuite chez les rabbins médiévaux, et ensuite qui évolue, et qui, chez les rabbins ashkénazes, va avoir une certaine forme, chez les rabbins ashkénazes, chez les rabbins séfarades, une autre forme, chez les rabbins orientaux, encore une autre forme. Mais la halakha, encore une fois, c'est un système, c'est vrai, qui reste, on va dire, a priori en vase clos. Et il est difficile de dire il y a une halakha qui est séfarade, une halakha qui est ashkénaze. C'est ce qu'on aurait pu dire a priori. Et c'est vrai que dans beaucoup de questions qui apparaissent dans les responsables, dans la littérature des responsables, donc c'est cette vaste littérature qui est la compilation de toutes les questions posées par le peuple au rabbin. C'est la plus grande littérature du monde juif, faut s'en rappeler, c'est quand même des centaines de milliers d'ouvrages. C'est la plus grande littérature du monde juif, la littérature des responsables. Et donc, il y a des questions qui, c'est vrai, ne sont pas tellement différentes lorsqu'elles sont traitées en terrain séfarade ou en terrain ashkénaze. Les questions qui vraiment, on va dire, vont mettre en exergue les différences idéologiques sont minoritaires, mais une minorité criante, parce que justement la différence est forte. Allez, je donne un exemple. Oui. Il y a par exemple tout un débat dans la halakha sur le statut d'une personne qui ne fait pas Shabbat, qui ne garde pas le Shabbat. Cette personne-là, au niveau de la halakha, si on allait d'abord au niveau de la loi talmudique, qui est extrêmement dure, on aurait même pu la déjudaïser, cette personne. D'ailleurs, un avis qui apparaît dans la littérature des Géonim, déjudaïser une personne. Bon, jusqu'au XVIIe siècle, une personne qui ne faisait pas Shabbat, eh bien, c'était perçu comme étant une sorte de rejet de la communauté, de rejet des normes du judaïsme et de rejet du judaïsme point barre. C'était un rejet. Et donc, cette personne-là, on la sortait de la communauté. Sauf qu'à partir du XVIIe siècle, eh bien, une grande partie des Juifs, avec l'émancipation, la sortie du ghetto, eh bien, ont arrêté de garder le Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on a donc un rabbin ashkénaze, le rabbin Ettlinger, qui, lui, a une décision très importante en disant, bon, puisque la profanation du Shabbat, c'est pour des raisons pécuniaires, les personnes ont besoin de travailler, et bon, mais ce n'est pas idéologique, on va donc considérer qu'une personne qui transgresse le Shabbat, eh bien, continuera à être juive. Très bien. Mais lorsque cette personne arrive quand même au sein de la famille, elle vient nous rencontrer Shabbat, ou elle vient à la synagogue, qu'est-ce qu'on fait? Alors certains vont dire, bon, on va l'accepter, mais on va quand même pas la compter dans le minyan, cette personne. On va quand même pas la faire monter à la Torah, parce que là, ça serait carrément lui donner on va dire une place publique. Et puis quand on va être à la maison ensemble, si cette personne arrive à toucher le vin, elle va rendre
va dire, impropre le vin, on ne pourra plus le consommer. Et sur ces questions-là, on voit justement des différences. Parce qu'une perception séfarade qui met en son centre la communauté, la famille et la conservation de ces cadres-là, pour rien au monde, on ne va faire le moindre petit, la moindre petite allusion si cette personne qui profane le Shabbat va toucher le vin. Parce qu'on risque justement de l'en éloigner de cette communauté. Oui, Elle va arriver à la... excuse-moi, peut-être juste préciser pour le grand public, effectivement, quelqu'un qui ne respecte pas le Shabbat, selon la loi juive rigoureuse et qui toucherait la bouteille de vin, ce vin ne serait plus idoine pour la consommation. Donc là, tu nous donnes un exemple d'un responsable rabbinique séfarade qui fait fi donc de ce point-là. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on veut conserver le lien entre l'individu et la religion juive, enfin le judaïsme, si vous voulez, et son identité, en considérant que lui-même le veut. C'est ça, en fait, l'idée. C'est que arrêtons de supposer qu'une personne qui ne pratique pas, eh bien, n'est pas intéressée par son judaïsme. Il y a une nouvelle scission qui s'est opérée. On peut être juif de toute notre âme et pour autant ne pas pratiquer, ne rien pratiquer. Et ça, c'était évidemment une dimension totalement nouvelle à l'ère moderne. Eh bien, les rabbins séfarades, eux, ont considéré, même plus loin que ça, que même une personne qui contractait un mariage mixte n'était pas pour autant d'accord pour s'assimiler. C'était également une donnée très intéressante. Est-ce que tu aurais un autre exemple dans ce sens-là, qui souligne donc le souci de préserver une communauté, quelles que soient les attitudes ou orientations des gens de cette communauté? Bon, alors, on a évidemment un sujet qui, je ne sais pas si on va en parler ce soir, Sonia, la question justement de la conversion. Oui. Lorsqu'une personne va rencontrer eh bien, un conjoint non juif ou une conjointe non juive, eh bien, dans une communauté généralement ashkénaze, il y aura une propension plus grande à l'en éloigner. Et dès lors qu'on considère que cette personne n'écoute pas le rabbin et va pour autant faire sa vie avec cette personne, eh bien, on peut même en arriver certaines fois à lui poser l'anathème et donc à vouloir se séparer. Dans les communautés d'Afrique du Nord, dans ce cas-là, de personnes qui étaient en couple avec des non-juifs et de non-juives, eh bien, l'idée était d'opérer des conversions, parce que dans tous les cas, ils resteront ensemble. Et on est intéressé à ce que ces personnes-là restent proches de la communauté, et on est intéressé à ce que leurs enfants ne soient pas tiraillés entre deux identités, et se sentent proches de la communauté, et arriver et continuent à alimenter leur judaïsme. Et encore une fois, une réflexion qui nous montre combien la communauté a des limites qui sont larges. Les frontières de la communauté s'élargissent. Et plus les questions sont grandes, et plus les frontières s'élargissent. Et la question, évidemment, c'est jusqu'où? Est-ce que ces frontières peuvent s'élargir? Alors voilà, donc on affleure toutes ces thématiques pour essayer de donner une sorte de panorama. L'une des singularités, c'est cette conjugaison des savoirs entre le sacré et le profane. Et tu écrivais dans ton article, c'était là en héritage direct du passé donc espagnol. Est-ce que tu voudrais nous en dire quelques mots? Oui, alors ça c'est évidemment quelque chose qui est aujourd'hui malheureusement très peu connu. C'est que les rabbins séfarades d'Espagne, avant l'expulsion, en 1492, eh bien, n'ont jamais pensé à faire une scission entre ce qu'on appelle aujourd'hui le Chol et le Kodesh, le profane et le sacré. C'était quelque chose, c'était une différence qui n'existait pas, tout simplement. Et tout était pour ces personnes-là, on va dire, lié à une certaine compréhension du monde, une appréciation de la science, et puis de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et puis, il n'y avait absolument rien de fâcheux à s'adonner à la médecine et à l'astronomie, puis à l'astrologie et aux mathématiques et à la biologie. C'est d'ailleurs ce qu'écrit Maïmonide dans l'introduction de son guide des égarés, que ce guide-là, c'est pas pour les égarés, c'est-à-dire c'est pas pour les paumés, excusez l'expression, c'est pas pour des personnes qui ne comprennent rien au monde, c'est justement pour des personnes qui sont vraiment ancrées dans les deux traditions et qui cherchent une façon de synthétiser les deux traditions. Et quelque part, Maïmonide ne dit nulle part que cette synthèse, eh bien, c'est le fruit justement d'une faiblesse. Au contraire, c'est le fruit d'une grandeur. C'est pour ça d'ailleurs que 1 sur 1000, selon lui, pourra comprendre véritablement son livre. Mais évidemment, cette idée donc que le judaïsme fait partie du monde, et en ce sens, on n'est plus dans une dichotomie rabbin-peuple. Non, pas du tout. Le peuple, justement, qui également s'adonne à différentes sciences,
eh bien, a un statut important. J'ai en tête une histoire que m'avait raconté un des fils de Rabbi Shalom Messas, Zichrono Livracha, qui est donc grand rabbin au Maroc et grand rabbin de Jérusalem. Et alors, le grand rabbin Shalom Messas a des enfants plusieurs enfants qui sont dans la médecine, plongés dans la médecine, dans les professions médicales. Et alors, un de ses fils m'a dit que justement, Rabbi Shalom avait une grande admiration de toutes les personnes qui s'intéressaient à la médecine et puis qui ensuite partaient dans ces domaines-là, qui étudiaient, qui professaient. C'est la raison pour laquelle les enfants n'ont jamais pressenti que leur vocation médicale était, aux yeux du grand rabbin de Jérusalem, moindre que celle d'une vocation rabbinique. Vous voyez, c'est évidemment aujourd'hui quelque chose qui est de plus en plus rare, puisque les yeshivot, évidemment, n'éduquent pas toujours à une appréciation des sciences, des sciences du monde. Moi, je Ça, pense que malheureusement. je pense que c'est un point important de souligner cet héritage de la pensée séfarade, cette conjugaison, puisqu'à la fois c'est dans le domaine des connaissances et aussi de l'éducation, de l'apprentissage, de la formation, des thématiques sociétales qui se retrouvent beaucoup en Israël concernant le monde religieux. Je voudrais Je aborder dirais, Sonia, Oui, un petit mot, Sonia, si tu permets. je t'en Je dirais prie. que ce n'est pas uniquement conjugué avec l'étude de la Torah, une connaissance d'autres matières. Ce n'est pas uniquement avoir, donc, on va dire, un double avis sur le monde. Au contraire, la Torah et l'étude de la Torah est enrichie justement de cet apport et de cette double culture. Bien C'est ça sûr, qui est important, c'est bien qu'on sûr. n'est pas en train de dire, généralement l'apologie du système, c'est de dire quelqu'un qui est dans la médecine ou dans la science, bon c'est bien quand même qu'il étudie la Torah, qu'il reste quand même un peu religieux, et la Torah va l'aider. Et pas du tout, c'est le contraire également qui est vrai. C'est la science qui va t'aider dans ta compréhension de la Torah. Oui, j'adore. Je te remercie de cette précision. Abordons maintenant la question du sionisme. On sait que le sionisme a suscité dans le monde ashkénaze, dans le monde religieux ashkénaze, une opposition. Une opposition euh, due en partie au fait que le sionisme est une émanation, le sionisme politique, d'un mouvement laïque, et aussi qu'on pouvait être considéré comme un faux messianisme en quelque sorte. En tout cas, tu parles de ça dans un article, toujours sur le magazine du LVS, et tu dis que dans le monde séfarade, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est qu'il y a eu une adhésion au sionisme, et tu donnes les raisons de cette adhésion, notamment une étude tout particulière des études bibliques, mais pas seulement. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors, c'est vrai que historiquement, on se rend bien compte que le sionisme a posé problème pour le monde juif. Étonnamment d'ailleurs, c'est toujours étonnant, mais on va dire ça a posé problème parce que justement le monde ultra-orthodoxe, ashkénaze, a perçu dans le sionisme laïque un messianisme. C'est-à-dire qu'a priori, il aurait pu ne percevoir dans le sionisme qu'une volonté politique. Or, justement, le monde ultra-orthodoxe ashkénaze a vu dans le sionisme quelque chose de messianique et a immédiatement refusé ce messianisme. Bon, dans le monde, dans une certaine école sioniste religieuse, le sionisme était présenté non pas comme un messianisme, mais comme étant en fait un mouvement de libération d'un peuple. C'est le sionisme religieux classique. Avant les thèses du Rav Kook, du grand rabbin d'Israël, le Rav Kook, le sionisme religieux était basé sur l'idée qu'il fallait sauver le peuple. Le peuple d'Israël était en train de se faire massacrer, tous les 2 matins un pogrom, il fallait donc le sauver. Le Rav Reines, qui a en 1902 fondé le fameux Mizrahi, le mouvement sioniste religieux, ne parle pas du tout de messianisme, il parle tout simplement on va dire d'une mitzvah qui s'appelle Atzalat Nefesh, Pikuach Nefesh chez la Klal. C'est-à-dire il faut sauver un juif et à plus forte raison lorsqu'il s'agit de sauver le peuple entier. Et donc on est dans une constellation où d'une part on a un sionisme laïque qui n'a rien à dire sur le monde juif, on a un sionisme religieux qui reste laïque, et un sionisme ultra-orthodoxe, on va dire, qui refuse le messianisme. Et là, on a dans cette constellation-là, eh bien, un sionisme séfarade qui se fait entendre un peu partout, justement, dans les terres séfarades, et qui est très intéressant, parce que c'est un sionisme, je dirais, extrêmement lucide. On ne peut pas dire il ne savait pas ce qui se passait en Israël, il ne savait pas qu'il y avait des kibbutzim qui élevaient des cochons, ils savaient très bien ce qui se passait, uniquement pour eux, c'était, on va dire, une certaine issue, parce que c'était pour eux en effet quelque chose de messianique, une certaine issue de l'histoire. Il y avait là
la suite du Tanakh qui s'écrivait devant eux, tout simplement. Et le Tanakh, puisqu'ils étudiaient les études bibliques, autant au moins que les études talmudiques, eh bien, les mener dans leur quotidien. La pensée tanachique, pour eux, c'était justement cette idée qui disait que on voit certaines fois des belles choses dans le peuple, des fois des mauvaises choses, on est des fois spirituellement élevé, des fois spirituellement bas, et donc du fin fond de cette pensée biblique, même lorsqu'on est bas, eh bien, on peut encore voir des choses grandes, comme par exemple le messianisme sioniste. Et ces rabbins-là, en effet, ont une perception fondamentale parce que, et on les voit depuis le début. Par exemple, j'ai en tête un texte d'un rabbin que les Français ont connu, puisque c'était Rabbi Rachamim Naouri. Le rabbin Rachamim Naouri, c'était donc le grand rabbin de Bonn, en Algérie, mais puis qui est ensuite arrivé à Paris, qui était quand même le président du tribunal rabbinique de Paris. Il a écrit un livre de responsable, Rachamecha Rabim. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce même rabbin, lorsqu'il était donc en Algérie, il a écrit un texte qu'il a lu, je l'ai devant moi, un texte qu'il a lu pour le jour de l'indépendance de l'État d'Israël en 1950. Le jeune État avait donc 2 ans. Et alors, il écrit un texte incroyable, et il cite justement l'évolution, je dirais, politique et géopolitique de la mise en place de l'État d'Israël. Et il en parle sur un ton qui est, on va dire, existentiel au possible. Et il va dire à la communauté qu'il se passe ici un phénomène incroyable de retour sur la terre d'Israël. Et on va retrouver de sa part un petit papier, un peu comme le petit papier de Pascal lorsqu'il avait eu sa nuit de révélation. Eh bien, un petit papier où il écrit, on a l'impression que c'est vraiment écrit avec le sang de son cœur, il écrit cet événement de la sorte de l'établissement d'Israël est plus important que la sortie d'Égypte. Vous imaginez? C'est-à-dire que c'est vraiment un lien, une pensée immédiate avec le Tanakh. Pour lui, la relation immédiate qu'il va faire entre l'établissement de l'État d'Israël et la Torah, c'est la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'il ne va pas penser en termes talmudiques, messianiques, quand est-ce que le Mashiach va arriver. Non, on est en train simplement de vivre. Et on a des textes, évidemment, dans ces corpus-là, des rabbins, mais cette fois-ci dans toute l'Afrique du Nord, hein, véritablement toute l'Afrique du Nord. Je crois il n'y en a que 2 qui étaient passionnistes en Afrique du Nord. Un, c'était clair, c'était le Rabbi Raphaël Baruch Toledano, qui d'ailleurs est arrivé de Meknes, qui est arrivé à Bnei Brak d'ailleurs, qui a fondé une yeshiva, et qui est devenu pour le monde ultra-orthodoxe Haredi, Ashkenaz, la référence du rabbin marocain. Alors qu'en fait, c'était une minorité des minorités, mais pour eux, c'était, voilà, les Marocains sont comme ça, et Baba Saleh, on ne sait pas s'il était véritablement sioniste. Certains considèrent qu'il était proche des cercles de Satmar. Certains témoignent qu'il était très proche des textes de Rabbi Yoel Tetelbaum, qui avait écrit donc la Bible de l'antisionisme, si on peut dire. Mais en tout cas, cette proximité au Tanakh, d'une part, et cette conception naturelle de l'histoire a fait qu'il ne pouvait pas refuser le sionisme. Il ne pouvait pas. Si on se résume, le paradoxe, c'est qu'il y a une opposition religieuse très forte au sionisme politique, à la fois parce que c'était un mouvement laïque, donc il considérait que ça allait à l'encontre des idéaux de la Torah, et aussi parce qu'il y avait le refus de participer quelque part à un événement considéré comme étant messianique, puisque le retour des Juifs sur la terre d'Israël est l'un des actes de ce que serait la rédemption. Et face à ça, tu dis que dans le mouvement, que dans le judaïsme séfarade, en connaissance de cause, il n'y avait pas un rejet du sionisme à cause de ces tendances laïques, et qu'il y avait une adhésion au fait que oui, quelque chose de naturel pouvait se faire dans ce sens-là, sans heurter, et qu'il fallait soutenir. Oui. Donc, ce qui explique cette affection du monde séfarade à l'égard d'Israël, en tout cas dans l'héritage de sa pensée, on verra après dans les dérives que ce n'est pas toujours le cas, ça n'a pas toujours été le cas sociologiquement. Est-ce que tu voudrais j'aimerais rajouter un point. Oui. C'est un messianisme réel politique. Pourquoi? Parce que dans la pensée idéologique du sionisme religieux, dans les groupes développés par le Rav Kook et ses élèves plus tard, donc le sionisme religieux, donc, mais qui a développé toute une métaphysique de la terre d'Israël, du rapport à la terre d'Israël en termes mystiques très souvent, eh bien, on ne perçoit pas du tout la même façon
qu'ont les séfarades du rapport à Israël. Et je vais vous donner un exemple. Ce Shabbat, à la synagogue qui est à 20 mètres de chez moi, c'est la synagogue qui est celle d'un des plus grands décisionnaires aujourd'hui séfarades, le Rav Eliaou Abergel, d'ailleurs, qui est à l'hôpital, on lui souhaite une bonne santé. Et dans son dernier tome de Responsa, le tome numéro 11, d'Ibrot Eliaou, il a une question qui lui est posée. Écoutez bien la question. C'est une famille qui est en France ou alors en Amérique du Sud, je ne me rappelle plus. Et la question est la suivante. Nous sommes une famille pratiquante. Nous avons des enfants qui sont scolarisés dans des écoles juives. Nous avons une vie qui est agréable. Nous arrivons à subvenir à nos besoins et plus. Nous voulons venir en Israël, sauf que la situation nous fait peur. Nous avons peur à la fois dégringoler financièrement, économiquement, de ne pas nous retrouver, de ne pas nous y retrouver. Et deuxième point, on voit bien que la société israélienne est une société avec beaucoup de compartiments identitaires et on a l'impression de n'appartenir à aucune de ces cases. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout de même venir en Israël et faire cette mitzvah de la Aliyah, ou alors, c'est la question qui est posée au rabbin. Dans les cercles du sionisme religieux idéologique, la réponse restera toujours, bien sûr, c'est une mitzvah, au même titre que vous gardez le Shabbat et vous mangez kasher, vous devez également accomplir cette mitzvah de monter en Israël. C'est une mitzvah, c'est Nachmanides qui l'a écrit, et puis une grande partie de la... Voilà. Alors, ça, c'est donc dans un monde qui est idéologisé, mais encore une fois, qui a de quoi dire, mais dans un monde Haredi, ultra-orthodoxe, anti-sioniste, la réponse sera rester tranquillement là-bas. Et puis, le jour où Mashiach viendra, vous pourrez venir également. Mais cette réponse du Rav Abergel, à première vue, m'a un petit peu choqué. Je me suis dit, comment, en tant que rabbin séfarade, il sait très bien qu'il y a une mitzvah de monter en Israël. Oui, mais c'est une vision qui est réelle politique. Mais quelle a été sa réponse? Quelle a été sa réponse? Attendez avant de venir, prenez le temps. Ok. Prenez le temps. Donc, dans un monde idéologisé, on ne dirait pas une telle chose. Dans un monde opposé, on ne dirait pas une telle chose. Mais lui, il met en place donc l'idée que c'est une mitzvah, il faut l'accomplir, il faut venir, mais on comprend bien évidemment le caractère aléatoire de la vie et les contingences de la vie. Donc tu soulignes ce côté pragmatique. Je voudrais juste dire que par rapport au monde les attitudes par rapport aux sionistes, tu as ceux qui sont sionistes, ceux qui sont anti-sionistes, et puis une majorité du monde religieux qui est asioniste, c'est-à-dire qui balance. On va passer maintenant, si tu veux bien, Michael, à notre deuxième axe, qui sont les forces. On peut dire que certaines des singularités comptent parmi les forces du judaïsme séfarade. Moi, j'en ai relevé une dont tu parles aussi dans un de tes articles. Celui-ci, c'est la formation rabbinique séfarade, Maharava, dont tu t'occupes. Et tu dis que l'une des forces, c'est un rapport décomplexé aux autres religions. Et tu rajoutes être un passeur entre l'Orient et l'Occident, donc pour le judaïsme séfarade, et dans le dialogue avec l'islam. Et nous, ici, à la CSUQ, nous sommes attachés à ce dialogue avec le monde arabe et musulman, comme nous l'avons montré au travers de nos différents programmes interculturels tous ces dernières années. Est-ce que tu voudrais dire, s'il te plaît, un mot à ce sujet? Et j'en profite avant que tu répondes pour te dire, que c'est magnifique de voir tous ces livres derrière toi. C'est une réjouissance. Et aussi pour rappeler à notre public que vous avez l'item Q&A, où vous pouvez poser des questions, dire vos commentaires, que nous allons prendre d'ici 20 minutes, et aussi nous dire si vous êtes de Montréal et à quelle tranche d'âge vous appartenez pour nos statistiques sauvages. Voilà, je vous remercie. Alors, revenons à la question que je viens de te poser, Michael. Comment tu définirais ce rapport décomplexé aux religions et ce rôle de passeur sur lequel mon maître Manitou, le rabbin Léon Ashkenazi, a insisté beaucoup d'ailleurs? Oui. Alors, j'aimerais en fait dire que ce rapport décomplexé aux religions, à la fois au christianisme et à l'islam, eh bien, est également l'héritage du judaïsme espagnol. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui est à la base des relations entre les religions? Qu'est-ce qui fait qu'une personne va avoir une certaine hostilité ou une certaine affection envers une religion ou une autre? C'est souvent les contingences de la vie. En Israël, il y a un conflit très dur et là c'est justement la question,
entre Israéliens et Palestiniens, ou alors entre Juifs et musulmans. On ne sait plus vraiment comment qualifier ce conflit. Mais en tout cas, à l'époque de l'âge d'or espagnol, il y avait une perception incroyable qui était exprimée par, allez, je vais dire par Maïmonide. C'est pas le premier qui l'a exprimé. Le premier, c'est un rabbin yéménite, hein, Rabbi Netanel Afayoumi, au XIe siècle. Et Maïmonide a continué cette lancée, où ils disent en fait, regardez le monde dans lequel nous vivons. Est-ce un monde qui est rempli de paganisme et donc de conception idolâtre? Et idolâtrie n'est pas uniquement, on va dire, une question matérielle, c'est un rapport au monde, hein, l'idolâtrie. C'est un manque de morale, c'est l'utilisation d'objets et de personnes à des fins non souhaitables. Donc, nous dit Maïmonide, regardez le monde. Et à quoi il ressemble? Eh bien, ce monde-là, c'est un monde qui aujourd'hui, grâce à l'islam et grâce au christianisme, est rempli de paroles bibliques. Et puis les prophètes d'Israël se retrouvent dans les bouches de milliards de personnes autour de la planète. Lorsque les musulmans, aujourd'hui 2 milliards de personnes sur la terre, se tournent vers Allah et font la fameuse shahada. Et la shahada, je vous rappelle, ça vient du mot également araméen sahadé, le témoignage. Ce n'est autre que le schéma Israël. C'est pas schéma Israël, c'est la déclaration monothéiste. La profession monothéiste, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et donc Maïmonide voit ça et dit, mais à la fois cet islam et ce christianisme, eh bien, sont en train de mener l'humanité, ni moins, ni plus qu'à l'époque messianique. Et c'est un texte qui est après dans les lois sur les rois de Maïmonide, un texte que vous ne trouverez pas dans les éditions classiques du Mishneh Torah, puisqu'il a été censuré. Mais ce texte-là est un texte très important, puisque justement, ils nous disent que la vision, le regard que l'on pose sur la religion, eh bien, c'est avant tout en fonction de quel est le message qu'ils avancent dans le monde. Alors, il n'y a pas non plus il y a une grande lucidité. Évidemment qu'il y a une lucidité, certaines fois, on était quand même en période de pogrom ou de tritel, il y avait quand même des conflits, hein, à droite à gauche. Mais pourtant, pour eux, les religions, c'est avant tout des alliés. L'islam et le christianisme sont avant tout des alliés. Ce ne sont pas des religions idolâtres, depuis bien longtemps. On trouvera évidemment dans la littérature halachique différents avis, mais on a des avis, assez d'avis en Afrique du Nord, qui nous disent justement que ces religions-là ne sont pas de l'idolâtrie. Un responsable très important de Rabbi Yosef Messas, dans son livre Maïm Chaim, où il décrit justement la question qu'on lui pose, l'idolâtrie, le christianisme est-il une idolâtrie? Et puis il répond avec la plus grande des aisances, eh bien je me suis posé la question, j'ai donc contacté le curé, je suis parti le rencontrer dans son église, et je lui ai posé la question, est-ce que vous vous prosternez devant Jésus qui est ici devant nous en statue? Et il m'a dit, évidemment non, nous sommes liés au Dieu un, et uniquement nous avons comme intermédiaire Jésus. Donc vous voyez bien que cette idée donc, était une idée médiévale, tout simplement, qu'il n'y a pas de rivalité entre les religions. La rivalité est née après. Une grande question qu'il faudrait réfléchir. D'où est née cette rivalité et cette nécessité justement de taxer l'autre d'idolâtrie? J'imagine que c'était lié à une condition minoritaire des Juifs qui devaient, afin de préserver leur patrimoine, eh bien, accuser les autres de faute ou de... Voyez, on trouve ça également chez un rabbin ashkénaze. Hein. Ça, c'est intéressant parce que cette idée, justement, apparaît également chez le Ya'avetz. Alors, ça, c'est pour nos auditeurs, c'est intéressant. Lorsqu'on cite généralement un rabbin qui s'appelle le Ya'avetz, c'est-à-dire Yaakov ben Tzvi, alors on pense à Rabbi Yaakov Emden, qui était donc le fils du Chacham Tzvi au XVIIIe siècle en Allemagne, donc un rabbin très important qu'on appelle Ya'avetz. Mais Ya'avetz, dans les terres séfarades, on pense à Yaakov Eben Sour, c'est-à-dire Rabbi Yaakov Eben Sour, qui est en fait un des rabbins importants marocains, l'auteur du Mishpat Takab Yaakov, qu'on appelle le Ya'avetz Asfaradi. D'accord? Donc on a les deux. Mais le Ya'avetz Ashkenazi a écrit un texte éloquent qui s'appelle Resed Mat'e, où il parle justement de la possibilité de reconnaître pas uniquement l'islam et le christianisme comme des religions non idolâtres, et en ce sens, ça ne pose pas de problème de rencontre, de discussion, mais reconnaître en elles également une dimension de prophétie. Okay. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est ce qu'écrit également ce rabbin Netanel Fayoumi, donc sûrement un des maîtres de Maïmonide,
qui écrit justement on peut penser au sein de la tradition juive que Jésus et Mahomet étaient justement titulaires d'une certaine prophétie et d'un degré de prophétie, et donc c'est quelque chose qui est absolument incroyable. On n'a pas l'habitude d'écouter ces propos. Effectivement. Écoute, sur ce point, on va en rester là. Et peut-être, d'ailleurs, je remarque qu'il y a des questions qui arrivent. Une des questions d'ailleurs anticipe le troisième axe, qui sont les dérives du judaïsme séfarade. Je l'ai dit en introduction, il ne s'agit pas ici d'un échange apologétique. Alors là, il y en a pas mal quand même. Alors, on va commencer par le premier axe, je me base notamment sur ce que tu as écrit, mais pas seulement. Tu parles d'un passéisme et d'une ignorance. Tu dis que le monde séfarade a une méconnaissance de son patrimoine, et voire même un manque d'intérêt pour ses trésors intellectuels et spirituels qui mériteraient d'être réédités. Alors, je ne vais pas te donner toutes les dérives, on va les prendre les unes après les autres, et j'attends des réponses succinctes de ta part. Alors, qu'en est-il de ce côté-là? Tu penses vraiment que les séfarades sont ignorants de toute la richesse, et voire même peuvent, face au monde ashkénaze, ressentir une certaine, je ne sais pas moi, un complexe, qu'est-ce que... parce que le monde ashkénaze se présente plutôt comme le courant dominant. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet? Alors d'abord, je dirais que la faiblesse du monde séfarade est conséquence de sa puissance. C'est-à-dire, la puissance du monde séfarade, c'est la dimension traditionnaliste, la capacité de faire passer la tradition de génération en génération, comme on l'a expliqué, par la famille, par la communauté, par les minagim, les usages, par la question aux anciens. Et c'est justement là, la force et sa faiblesse. Parce que lorsqu'on est dans un système qui est essentiellement basé sur l'oralité, et la tradition des juifs séfarades met en avant la question de Torah chez Béalpé, l'oralité, et non pas l'écrit. Et puisqu'on est basé sur un système qui est oral, est censé être oral, et donc on s'intéresse beaucoup moins à l'écrit. Et c'est vrai qu'on voit bien que les juifs séfarades ont moins d'intérêt aujourd'hui pour leurs écrits. Alors, pourquoi? D'abord, parce qu'il n'y a pas eu de réédition. C'est vrai, il n'y a pas eu de réédition. Et deuxième, donc c'est un problème vraiment de politique. C'est un problème de politique et d'économie, il n'y a pas eu de réédition. Mais au-delà de cela, c'est vrai que les juifs séfarades ont été déracinés de leur pays et ont dû se réintégrer assez rapidement, en quelques années, dans les nouveaux pays d'accueil, que ce soit en France, au Canada, en Amérique ou en Israël. Et donc, ont été immédiatement dans, on va dire, l'urgence de l'intégration. Et puis, on s'en rentrait en contact avec les différentes formes du judaïsme qu'il y avait autour d'eux, qui étaient, pour un judaïsme, je dirais, érudit, le judaïsme ashkénaze du monde haredi, de type haredi. Et très rapidement, c'est vrai que ces personnes-là qui n'avaient que de l'oralité et que des traditions, n'ont su que répondre. Et surtout, encore, eux avaient peut-être en première génération la fierté de dire, mais nos rabbins et notre tradition, on leur fait totalement confiance et on savait exactement ce qu'ils disaient. Et nous avons justement le fameux principe l'autovim anum miavotenu. On n'est pas meilleur que nos anciens. On leur faisait confiance. Quand on arrive à la deuxième, troisième génération, qui n'a donc plus d'arguments, on se laisse évidemment entraîner par la majorité. Et cette majorité donc était ashkénaze, et on en arrive justement à des créations de mouvements haredi, séfarades, comme ceux que le Rav Ovadia Yosef a fondés, comme le mouvement chasse. Le monde séfarade ne peut pas être dans une dimension haredi, c'est antithétique. Le haradisme, c'est une réaction qui s'est développée dans les terres ashkénazes face à l'émancipation. Le monde séfarade n'était pas du tout dans cette disposition d'âme, donc c'est antithétique. Et donc, nécessairement, quand on rentre dans le monde haredi, on doit faire ce qu'on appelle on doit compartimenter nos identités et on met la sfaradité dans la poche. S'il faut, on change même de nom pour rentrer dans les grandes yeshivot. Pour travailler à droite à gauche, on est prêt également à ashkénaziser notre nom. Quelque part, oui, il y a eu ce complexe. Il y a eu ce complexe très très fort. Aujourd'hui, en Israël, on est face à un renouveau de la pensée séfarade. On voit bien que ça intéresse parce qu'on cherche justement une voie médiane. Aujourd'hui, on ne veut plus d'autorité ultime qui soit uniquement ultra-orthodoxe. Évidemment, il y a des rabbins très importants qui sont autorités pour leur public, mais qui ne doivent pas
imaginez être l'autorité pour le peuple entier. On a des autorités dans le monde sioniste religieux, orthodoxe moderne si vous voulez, mais ça ne convient pas à tout le monde. Et où sont les autorités qui peuvent parler à 80% du peuple? Elles n'existent plus. Nous sommes en manque de leaders spirituels qui puissent avoir une parole qui soit pertinente pour 80% du peuple. Et là, je le dis, on va dire, du peuple séfarade aux quatre coins du monde. Alors Michael, donc, première dérive, un passéisme et une ignorance de son patrimoine. Tu nous as donné quelques raisons à ça, pas une prédominance de l'oralité, pas de réédition, un contexte qui fait que de déracinement, qui fait on s'est peut-être pas penché sur tout ça. La deuxième dérive, tu l'as déjà mentionné, c'est cette ashkénisation. Alors il y a un mot que tu emploies souvent, hein, c'est Haredi. Alors je voudrais dire pour notre public non hébraïsant, Haredi littéralement ça veut dire craignant Dieu, on le traduit sociologiquement par ultra-orthodoxe. Et là, on va rappeler le travail par exemple du sociologue Yaakov Lupo, qui raconte comment tout un monde séfarade, en particulier du Maroc, a été pris et s'est rendu en France, à Aix-les-Bains ou à Guetzal en Angleterre. Et il y a eu toute une ashkénisation du monde séfarade qui s'est vue après en Israël. Donc on a aussi une réalité qu'on connaît maintenant depuis 30-40 ans, c'est-à-dire que des juifs séfarades se tournent, rompent un peu avec leur tradition, ou pas. Certains disent que non, en rejoignant les mouvements chassidiques, que ce soit le mouvement Chabad ou le mouvement Bretslav. Je le dis, ça peut être vu comme une rupture, et pour eux qui le vivent, ça peut ne pas être vu comme une rupture. En tout cas, rejoignent un judaïsme rigoriste, qui n'est pas toujours en lien avec leur judaïsme séfarade. Donc ça serait très nettement la deuxième dérive du monde séfarade. Je te pose la question. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a donc cette idée justement que le monde séfarade n'a pas d'apport spirituel pour l'individu. On est justement dans la communauté, dans le groupe, dans la famille, dans la tradition. Et quelque part, aujourd'hui, on est dans un monde où l'individualisme est plus fort et je cherche à me nourrir spirituellement. Alors, qu'est-ce que m'offre la tradition séfarade? Et je crois qu'il y a justement dans les textes qui sont oubliés des forces et des idées très fortes, mais justement, du fait qu'elles n'ont pas été véhiculées, on est donc parti chercher autre part. Attention, moi, je n'ai absolument rien contre l'étude de Breslev, de l'écouter Moharan, que j'apprécie énormément, ou de la Chassidoute, que j'apprécie énormément. Mais ça restera dans ma conception du monde, encore une fois, une conception du monde, une perception qui peut m'aider spirituellement à atteindre peut-être certains sommets que je n'arriverai pas à atteindre d'autre part. Mais cette idée qu'il n'y a pas dans la pensée séfarade, il n'y a pas dans la pensée séfarade de possibilité de développer une spiritualité actuelle, pertinente pour l'individu. Je crois que c'est ça justement le problème. Je vous dis qu'il y a des textes passionnants. Par exemple, dans le monde des yeshivot aujourd'hui, lorsque quelqu'un veut étudier le travail sur les vertus, sur les midotes, alors on est généralement orienté vers l'étude d'un livre extraordinaire de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui est le Messilat Yesharim, le Sentier de rectitude, qui est un livre véritablement, on va dire un livre d'ascèse spirituelle. Mais il y a également dans le monde séfarade énormément de livres, et j'en pense à deux. Un qui a été écrit en Orient, Kol Sasson, de Rabbi Moshe Sasson, un livre extraordinaire dans sa profondeur et dans sa pédagogie. Mais un autre, par exemple, comme Afkat Rochel. Afkat Rochel, c'est le titre d'un des livres de responsable de Rabbi Yosef Karo, mais il y a un autre nom, Afkat Rochel, de Rabbi Ochayon, marocain, qui a écrit un livre entier de 400 pages sur l'humilité, et pas uniquement sur l'humilité, on va dire, telle qu'elle se vit, telle qu'elle se comprend dans les textes, mais telle qu'elle se vit, c'est un véritable accompagnement spirituel. Mais ça, évidemment, il faut à la fois avoir les textes, il faut une lecture, et une lecture, je dirais, adaptée. Et c'est peut-être justement un point justement qui est lié au prochain, c'est que du fait qu'on n'a pas de maître séfarade aujourd'hui, on manque de leaders séfarades. On peut avoir des rabbins qui vont lire ces textes-là, mais du fait qu'ils ne sont pas des véritables leaders, qui ne sont pas, c'est-à-dire liés à la communauté et aux besoins des juifs d'aujourd'hui, ils ne vont pas trouver dans ces textes-là les réponses que les juifs attendent. Parce qu'en vérité, un texte peut parler, mais si on ne sait pas y chercher, y trouver ce qu'on cherche, eh bien, il restera silencieux. Et donc, quelque part, aujourd'hui, malheureusement, on manque justement de ces rabbins
je dirais pas séfarades au niveau ethnie, mais de ces rabbins qui sont, on va dire, pleins de cette pensée, pétris à cette pensée, et qui veulent justement amener des nouvelles réponses. Pas parce que ce sont des réponses écrites par des sages séfarades, parce que ce sont des réponses pertinentes. Alors écoute, en t'entendant mentionner tous ces noms et tous ces ouvrages, on peut comprendre que tu travailles sur des programmations à l'égard de la jeunesse, de l'éducation, et je pense que ça pourra qu'intéresser certains de nos membres. Nous avons ici l'école Maïmonide et j'ai vu comme participant l'un de ses fondateurs qui est le professeur Jean-Claude Lasserie. Euh, voilà, on sait que tu planches sur tout ça. On arrive pratiquement, enfin on se dirige tranquillement vers la fin là, de notre entretien. Il nous reste deux axes, les défis et puis notre conclusion pour répondre à notre question. Alors, pour les défis, je vais te les donner tels que tu as déjà d'ailleurs toi-même mentionné quelques-uns d'entre eux. Donc la séfaradité au-delà de l'ethnie. Tu parles de recontextualiser une culture déracinée de son berceau d'origine, oui, parce que quand même ça a été la tannée hein, de quitter les pays arabes, de se retrouver en communauté, que ce soit en France ou ici. Et donc on peut que saluer les démarches des fondateurs et des gens qui continuent à être en lien avec tout ça. Donc comment recréer, donc, comment être dans cet héritage au-delà de simplement l'ethnie. L'autre défi, c'est la connaissance de tout ce patrimoine et le fait de poursuivre dans cet esprit de tolérance, donc tout ce qui a trait à l'éducation séfarade, cet rapport, la rencontre entre l'Orient et l'Occident, et puis aussi, parce que toi-même tu l'as souligné dans un de tes textes, le statut de la femme. Est-ce que tu estimes que c'est un défi au sein du monde séfarade? Et là, je vais me permettre une petite réflexion personnelle qui me vient à l'esprit au moment où je mentionne ce point. Tu as fait allusion au cours de cette conversation au fait que les compartiments n'étaient pas l'usage dans le monde séfarade, orthodoxe, ultra-orthodoxe, traditionnaliste, et maintenant libéral, conservative, reconstructionniste, enfin tous les courants qui se sont développés en dehors du monde séfarade. Et puis il y a cette sensibilité moderne orthodoxe, moi dans laquelle je retrouve souvent la tradition séfarade qui pourrait s'identifier avec cette sensibilité moderne orthodoxe. Et pourtant, parfois je suis étonnée par le manque de connaissance du monde séfarade, de cette sensibilité un peu partout. Alors précisément cette sensibilité a beaucoup travaillé sur le statut d'abord la conjugaison des savoirs, le fait de travailler, d'étudier, sur le statut des femmes, sur le statut des minorités sexuelles aussi. Mais prenons le statut des femmes, on voit dans cette sensibilité moderne orthodoxe que les femmes étudient le Talmud, ce que nous faisons, ce que nous avons essayé de faire à Aleph. Je dirais quand même qu'Aleph, c'est bientôt... Aleph a été créé il y a 13 ans. Et donc, il y a aussi le fait d'envisager que les femmes puissent mener une partie de la prière, puissent être rabbins, il y a une formation en tant que telle. Et est-ce que tu penses que le monde séfarade, je ne parle pas du monde de séfarade en France, qui est vraiment un petit peu, comment dire, c'est difficile, quoi, qui n'est pas toujours ouverte à toutes ces réalités, mais en général, peut-être en Israël, puisque c'est là que tu vis, est-ce que tu penses c'est un défi que de relever le monde séfarade? Alors, j'aimerais dire, en fait, enfin, déclarer, en fait, c'est-à-dire mon opposition à l'appartenance à différents mouvements. De plus en plus, je cherche à me détacher de ces appellations. Je sais que pendant des années, on me présentait comme étant un des représentants du monde orthodoxe moderne en Israël francophone, mais en vérité, c'est une appellation qui ne fait que nous éloigner d'autres publics. Et on est juif, et en tant que juif, voilà, on a des questions, et puis on essaie de les régler, et ces questions-là doivent être réglées, que ce soit dans des communautés séfarades, que ce soit des communautés orthodoxes, des communautés massorties, libérales, orthodoxes modernes, qu'importe. Il y a des questions à régler dans le monde juif aujourd'hui, et il faut les régler. Et certaines communautés seront plus, on va dire, seront plus
vont accepter ces changements plus facilement et d'autres non. Alors, évidemment, les communautés séfarades plus traditionnelles et plus traditionnalistes, eh bien, auront un problème avec une évolution du statut de la femme. J'aimerais d'ailleurs le dire uniquement entre parenthèses, on n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais je pense qu'il y a une différence essentielle à faire entre la tradition et le traditionnalisme. Une différence qui a été développée et réfléchie par le professeur Abi Saghi de l'université de Bar-Ilan. Je pense quelque chose de très important. Le traditionnalisme, c'est un retour vers le passé. C'est justement cette nostalgie de ce qu'il y avait. Mais ça n'aide pas à continuer à vivre. Alors que le retour à la tradition, une tradition, c'est quelque chose qui est toujours réactualisé. Une tradition ne peut être que celle du lendemain. Et c'est paradoxal, mais nous avons une tradition qui pourra vivre parce que justement, elle est actualisée. Le traditionnalisme, c'est un coquillage mort et qui n'est pas intéressant. Je pense que dans le monde séfarade, justement, quand on parle de tradition, on entend les deux. Certains n'entendent que le premier, d'autres entendent que le deuxième. Je crois que le problème, le statut de la femme pose problème dans le judaïsme contemporain. Je dirais même que dans les mouvements progressistes, libéraux et conservatifs, ou déconstructionnistes, ou des différentes... je pense que même dans ces mouvements-là, ça pose encore problème. Quel problème? Le problème que par rapport à la halakha, on n'est pas toujours en phase. J'aimerais réfléchir le statut de la femme dans le monde moderne de façon à ce qu'une grande partie des communautés puisse justement comprendre qu'on a une nécessité aujourd'hui d'amplifier la force féminine dans les communautés, que ça soit au sein du rituel et du culte pour les communautés qui sont prêtes à le faire, c'est-à-dire lecture de Megillah, lecture de la Torah pour les communautés qui sont prêtes à le faire, et la halakha ne s'y oppose pas du tout, que ce soit dans le cadre de l'étude de la Torah, qu'il faut évidemment démocratiser, et j'aime bien cette phrase, je ne sais plus de qui je l'ai entendue, mais je l'aime bien. On a combien de Maïmonides on a raté, de Maïmonides femmes on a raté. J'aimerais vous dire que cette année, la professeure Tamar Ross a fêté ses 80 ans. Tamar Ross est une des pionnières du féminisme halachique. Moi, j'ai eu la chance d'étudier avec elle à Bar-Ilan il y a à peu près 25 ans. C'est avec elle que j'ai étudié la pensée du Rav Kook. Et je peux vous dire que c'était peut-être, pour moi, à Bar-Ilan, à cette époque-là, la rencontre avec justement ce qui ensuite a développé chez moi cette tendance féministe, c'est que je me suis retrouvé face à des sommets intellectuels qui étaient féminins. Il y avait la professeure Eliane Amado Evi Valency, que j'aime beaucoup. C'était une femme géniale. Et puis il y avait cette dame Tamar Ross, et le professeur Hannah Kacher, spécialiste de Maïmonide. Et puis voilà, quoi. Il y avait Charlotte Katzoff, spécialiste de logique et de philosophie contemporaine. Et moi, je me retrouve sortant de la yeshiva face à des femmes qui sont des érudites incroyables. Et je me dis, mais de quoi on parle? On me parle d'un statut de la femme, on me parle d'une hiérarchie, mais je suis face à des femmes qui mettent, excusez-moi l'expression, dans leur poche tous les rabbins que je connaissais jusqu'à maintenant. Et c'est donc là que j'ai compris qu'en fait, c'est un problème pour le judaïsme contemporain. Il faut trouver les moyens de changer les choses. On n'est plus dans une constellation où les femmes sont intéressées à venir à la synagogue si cette synagogue n'a pas de quoi leur donner un intérêt réel pour l'étude, pour la prière. C'est quelque chose qui est fondamental. Et on doit encore y travailler. Je renvoie à ta série de conférences sur ce thème de judaïsme et féminisme sur Academ, qui date déjà, je pense, il y a 3-4 ans. Alors, on arrive à notre conclusion, puisque je vais prendre sous peu les questions du public. Alors, Michael, donc, le judaïsme séfarade peut-il être exemplaire pour le monde juif? On pourrait poser la question à nos auditeurs, enfin ceux qui sont dans ce webinaire. Mais si on avait à prendre quelques exemples parmi tous ceux que tu as cités, comment tu pourrais y répondre en guise de... D'abord, au niveau du concept. Un livre très important que je conseille aux hébraïsants est un livre qui a été écrit par Yaakov Yadger. La première étude de terrain qui a été faite en sociologie sur le public traditionnaliste. Et le sous-titre de ce livre, c'est en hébreu « Moderniyut lelo chilun », c'est-à-dire une modernité sans sécularisation. Généralement, quand on rentre dans le monde de la modernité, on est face à un processus de sécularisation. On abandonne un petit peu la synagogue, la Torah, la prière, on abandonne un petit peu cette façon de vivre le judaïsme. Mais là, le monde traditionnaliste
eh bien, nous présentent quelque chose qui est un pied dans la modernité, et d'un autre côté, on n'est pas dans la sécularisation. C'est un modèle qu'on ne connaissait pas. Et ce modèle-là, eh bien, c'est un modèle qu'il faut non pas sanctifier, mais l'idée, il faut la conserver. Parce que les traditionalistes en Israël font partie d'une certaine frange de la population, et ce ne sont pas les mêmes qu'en France, j'imagine pas les mêmes qu'à Montréal. Mais par contre, cette idée qu'il n'y a pas de judaïsme lorsqu'il y a de vitours, de compromis sur la modernité ou sur la sécularisation, c'est important. On doit conserver cette idée du judaïsme moderne. Donc ça, c'est pour introduction. Le judaïsme séfarade peut-il être exemplaire du judaïsme aujourd'hui? Eh bien, je pense que sur certains points, oui, et sur d'autres points, non. Les points qui m'intéressent du judaïsme séfarade, eh bien, c'est justement cette continuité qui s'est faite avec le judaïsme espagnol. Le judaïsme séfarade n'est pas uniquement le fruit d'un judaïsme des 5 dernières années. Il a justement ses racines dans le judaïsme espagnol, ce qu'on appelle les rishonim. Et vous voyez, quand on rentre dans le monde de la halakha séfarade, on se rend bien compte que cette proximité aux rishonim, aux rabbins médiévaux, était incroyable. Parce que c'est eux justement qui ont, je dirais, mis en place les formes du judaïsme qu'on connaît aujourd'hui. Et donc c'est une continuité. On est en continuité avec l'âge d'or du judaïsme. Donc ça, c'est pour un point, évidemment, cette idée que oui, pour cela, il faut conserver ces traditions. Même pour un monde ashkénaze. Même pour un monde ashkénaze, je dirais. Hein. Ça, c'est le premier point. Donc, sur ce point-là, la conservation de la trame de la tradition, c'est très important. Sur un deuxième point, bien sûr, l'ouverture, la tolérance. Ne jugeons pas, ne pas juger quelqu'un sur la longueur de ses tzitzit, sur la grandeur de sa kippa, sur sa tête couverte, sur ce que vous voulez. Nous n'avons pas ce qu'on appelle en hébreu de datomètre, c'est-à-dire de possibilité de juger de la religiosité des individus. Et c'est une tentation tellement présente de classifier les individus plus religieux, moins religieux, plus pratiquants, moins pratiquants. Nous n'avons pas le droit de faire cela. L'ouverture sur le monde, l'ouverture par rapport à l'amour de l'autre, je pense que c'est quelque chose, l'amour de l'autre, mais c'est-à-dire cette idée que nous sommes ouverts au monde. Et notre objectif n'est pas le judaïsme et les juifs seuls, mais nous avons une visée sur l'humanité, sur l'universel. Ça, c'est fondamental. Il faut le conserver du monde séfarade, ce monde séfarade, donc de l'âge d'or espagnol qui a perduré. Sur certains points, je pense qu'on doit, je dirais, faire le deuil du judaïsme séfarade. Sur ce complexe du séfarade face au monde ashkénaze, eh bien, il faut tout simplement l'enterrer. Il faut se dire qu'il y a aujourd'hui une tradition qui peut être revivifiée et il faut justement enlever ce complexe. Je dirais maintenant sur un plan un peu plus, je dirais, féroce, je pense qu'il faut quand même intellectualiser le public séfarade. Je ne suis pas du tout dans le modèle binaire séfarade primaire et ashkénaze intellectuel, pas du tout, mais je pense foncièrement que le judaïsme séfarade qui passe par la tradition, comme je l'ai dit, n'est pas assez intéressé par les trésors intellectuels et par la vie de l'esprit. Et ça, il faut le remettre au jour de finalement, un judaïsme qui ne soit pas seulement ritualiste, mais qui renoue aussi avec toutes ses sources et tout son patrimoine. Tu as longuement insisté sur ça en disant qu'il y avait une méconnaissance, même s'il y a, par exemple, l'Institut Tzvi ou d'autres initiatives, ça ne suffit pas et tu m'as fait le lien. Oui, pardon. Et encore un point, c'est le bon sens. Le bon sens, c'est quelque chose qui était fondamental chez les rabbins séfarades, le bon sens. C'est-à-dire, lorsqu'on nous dit de manger quelque chose, lorsqu'on nous donne des éléments de pratique, eh bien, faire un petit peu travailler notre bon sens. De ne pas mathématiser la halakha, de ne pas rendre tout scientifique. Je l'ai écrit dans cet article-là, Sonia. Donc, lorsqu'on transforme la halakha en technique, on déshumanise l'homme. Et c'est vrai pour la technique du travail, mais c'est vrai également pour la halakha. Lorsque l'homme se retrouve derrière une norme qui n'est que juridique, eh bien, elle ne peut pas donner d'horizon spirituel. On doit absolument garder le bon sens, c'est-à-dire la critique. Et toute notre réflexion ce soir sur le judaïsme séfarade n'est pas une longue apologie du judaïsme séfarade, mais une réflexion sur qu'est-ce que sera le judaïsme séfarade de demain et qu'est-ce que nos enfants garderont de ce judaïsme-là.
Mais écoute, Michael, je te remercie infiniment. On peut te retrouver dans le magazine du LVS. Il y a un nombre d'articles, puis j'ai donné en introduction un certain nombre d'ouvrages, enfin j'en ai cité un, et le fait qu'on peut te retrouver sur Academ, YouTube, et bien sûr sur le site d'Aleph. Alors maintenant, je vais prendre des questions sur QA. Je répète pour ceux qui sont arrivés en retard que le chat n'est pas fonctionnel et que vous pouvez poser vos questions et vos remarques et vos commentaires sur questions answer et réponses. Alors, je vais en prendre quelques-unes. Je m'excuse d'avance auprès de notre public. Il y en a peut-être qui vont m'échapper, puisqu'il y en a quand même quelques-unes. Donc, la première question, voilà, qui me vient, c'est la suivante. Les communautés séfarades sont-elles essentiellement traditionnalistes ou existe-t-il en elles des explorations progressistes du genre Jewish Renewal, telles que celle du Rav Zalman Charter ou autres? Donc, tu nous as dit un peu ta profession de foi sur le fait que tu n'aimais pas compartimenter tout ça, mais est-ce que tu trouves qu'effectivement il y a des réflexions de ce type-là qui se font au sein du judaïsme séfarade? Oui, alors je peux vous donner uniquement des exemples de mon quartier, de ce que je vois en tout cas en Israël. Je ne sais pas si ce qui se passe dans mon quartier, c'est révélateur pour le peuple juif, hein, parce que c'est le sud de Jérusalem où on a toute forme de judaïté qui se côtoient les uns à côté des autres, et où on a également des communautés séfarades, qui sont des communautés séfarades euh, égalitaires. Égalitaires. Je pense à deux communautés comme ça, en tout cas. Et puis, il faut savoir qu'en fait, aujourd'hui, dans le cadre des communautés, je dirais, égalitaires, eh Orthodoxe et bien, égalitaire, hein, on précise. orthodoxe, hein, les communautés Égalitaire, orthodoxes oui. égalitaires, il est toujours bien vu, parce qu'on comprend bien que le séfarade a certaines fois été mis de côté, eh bien, de réintégrer la voix séfarade. Que ce soit la voix, c'est-à-dire dans la liturgie, et donc d'introduire des airs séfarades, mais également, mais pas encore assez, je crois, d'insister justement sur la tradition séfarade, sur les avoir. C'est très simple, il faut rentrer dans une bibliothèque simplement d'une synagogue et de voir qu'est-ce qui se trouve sur les étagères. Tout d'abord, est-ce qu'il y a des livres de Sidurim, des livres de rituels, de prières séfarades et ashkénazes? Aujourd'hui, ça me paraît évident. Même dans une synagogue ashkénaze, on doit trouver des ouvrages, des livres séfarades, et dans une synagogue séfarade, on doit trouver des livres ashkénazes, justement pour permettre cette interprétation des cultures. Mais également dans la mélodie, et puis dans les textes. Il y a une synagogue pas très loin de chez moi, Siach Yitzhak, qui toute l'année, bon, c'est assez facile ça, toute l'année font une prière séparate d'une prière ashkénaze au niveau de la liturgie. Et le jour de Yom Kippour, ils ont mis au point quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils ont édité un nouveau Marzor pour Rosh Hashanah et Yom Kippour, et ils disent il y a à la fois dans les liturgies séfarades et dans les liturgies ashkénazes des sommets. Et les personnes qui sont aujourd'hui justement pétries aux deux cultures ne veulent pas rater ces deux choses. Et donc, ils ont mis en place un Marzor, un livre de Yom Kippour, où eh bien, on a toutes ces liturgies et toutes ces chansons, et on a sur la Teva deux personnes qui prient en même temps, un Chazan Ashkenaz et un Chazan Sepharad, qui prient justement l'un à côté de l'autre. Mais Et je trouve que c'est très intéressant. quand tu parlais d'offices égalitaires, qu'est-ce que font les femmes, par exemple, dans ces offices qu'elles ne font pas dans Bon, les il y a des synagogues? offices égalitaires. Alors, bon, il y a des offices où il y a généralement aujourd'hui une lecture de la Torah euh, Par par les les femmes? femmes. Il y en a une, je ne sais plus comment ça s'appelle, à Arnona et à Rechavia, où les femmes montent à la Torah également, en même temps que les hommes, un peu comme le synagogue Shira Hadasha, mais en séfarade. D'accord, où les femmes donc montent également à la Torah. Bon, ça dépend évidemment de la préparation de la communauté. Si les membres de la communauté sont d'accord pour ceci, ben, il faut le faire. S'il y a des tensions au sein de la communauté, c'est un point important dans la halakha séfarade. On ne tranche pas la halakha si ça peut amener Des dissensions. à des dissensions au sein de la communauté. Alors, je vais prendre une autre question. Quels sont les rabbins impulseurs de cette tradition tolérante et pragmatique des séfarades? On cite toujours des rabbins du XXe siècle comme Rabbi Messas, mais qui étaient ceux qui ont ouvert cette voie? Tu en as quand même cité quelques-uns au cours de ta conférence. Est-ce que tu voudrais en dire un peu plus à ce sujet? Ah ben, on peut en citer des dizaines. Hein. C'est pas... On cite beaucoup aujourd'hui Rabbi Yosef Messas parce que c'est vrai il est arrivé en Israël, il était dans un Haïfa, il a écrit des choses pertinentes et puis il était beau aussi, il avait une belle barbe. Donc c'est aussi, on va dire, un rabbin qui présente bien. Donc il dit des choses audacieuses, mais il a pour autant une belle barbe, c'est pas rien.
donc il passe l'écran. Non, non, il y en a beaucoup. On peut parler de. En Algérie, on a le rabbin David Cohen Scali, on a le rabbin David Khalifa, le rabbin Cohen, le rabbin Cohen, on a le rabbin Avraham Bliar, je sais pas moi, on en a enfin, énormément, quoi. On a le rabbin Moiti. Enfin, c'est bien simple. Prenez tous les noms séfarades que vous connaissez et trouvez leur grand-père. C'est sûrement un rabbin très important qui a eu des paroles importantes. Dis d'ailleurs, est-ce que je peux en profiter pour que tu nous dises un petit peu toi, quelles sont tes origines pour qu'on te connaisse mieux? Ah, alors moi, en fait, mon père est marocain et ma mère est algérienne. Donc mon père est marocain. Et la famille, donc mon nom, c'est Ben Admon, hébraïsé, mais le nom originel, c'est Ben Amron, c'est-à-dire Ben Hamron Zbili, une famille qui est arrivée donc en 1492 avec les expulsés d'Espagne. Et lorsqu'ils sont arrivés au Maroc, eh bien, la famille a été également désignée du doigt, Ben Amron Zbili, ceux qui arrivent de Séville. Et avec des histoires familiales très intéressantes, dont un des ancêtres a été tué la veille de Shavuot, Rabbi Yitzhak ben Hamron, puisqu'il s'est fait tuer au marché alors qu'il achetait des courgettes pour le couscous de Shavuot. À 105 ans, il s'est fait tuer par un musulman, et depuis, dans la famille, il y a l'usage de ne pas manger de courgettes dans le couscous de Shavuot. Bon, je ne peux pas signer de ne pas manger de courgettes à Shavuot, mais en tout cas, l'idée est là, la tradition est belle, et donc nous sommes liés à la famille Serrero, Rabbi Chaim Serrero, qui était un rabbin important de Fès, donc la famille Sarfati d'un côté, la famille Serrero, du côté donc de mon père, et du côté de ma mère donc était originaire, était originaire de Tlemcen, et sa maman était une des secrétaires de Rabbi Yosef Messas. Et donc de là également mon lien avec Rabbi Yosef Messas, puisque notre grand-mère nous racontait ce qui n'était pas écrit dans les livres. Et certaines fois, des responsables étaient publiés, mais elle nous racontait ce qui se passait après sur le terrain, avec beaucoup d'empathie pour ce rabbin qui était surnommé l'ange rose, qui venait tous les matins au consistoire et puis qui posait la main sur la tête et puis qui bénissait les femmes. Mais j'aimerais, Sonia, dire un mot important, je pense, qui serait intéressant pour nos auditeurs. On a tout un débat aujourd'hui en France autour d'Éric Zemmour et la candidature d'un juif algérien à la présidentielle. Eh bien, j'aimerais uniquement vous dire qu'il y avait également en 1936 l'élection de Léon Blum, juif en France, qui avait posé problème. Et Rabbi Yosef Messas lui-même a écrit un texte très intéressant que je suis en train de traduire en français, justement face à l'élection de Léon Blum, qui selon lui allait éveiller des sentiments antisémites au sein de la population. Et les consistoires de Paris et d'Algérie ont demandé à leur rabbin, dont Rabbi Yosef, d'intervenir le Shabbat dans le sermon du Shabbat et pour dire au peuple, arrêtez d'être enthousiaste pour ces personnes-là parce que ça ne peut nous amener que de l'antisémitisme. Et j'ai trouvé qu'il y avait justement, on va dire un lien à établir entre ce Léon Blum de l'époque et puis quelques années après, donc Éric Zemmour, même si au niveau des idées, l'okara vze elze, comme on dit en hébreu, il n'y a pas de proximité entre les deux. Mais en tout cas, ceci dit, c'est intéressant de voir comment, certaines fois, un rabbin peut s'exprimer également sur des sujets d'ordre politique. Et vous verrez dans le texte que je vais donc publier dans pas longtemps, comment certaines fois, on parle de politique sans en parler. Et on parle de valeurs. Alors, on ne va pas ouvrir toute la paracha, comme on dit, de Zemmour, et je ne ferai pas l'affront de comparer Léon Blum à Zemmour, mais tu as bien fait de dire que toi-même, tu n'irais pas dans ce sens. Alors, il y a une question, par exemple, quels seraient les conseils que vous donnerez pour amener notre jeunesse séfarade à valoriser le judaïsme séfarade? Et ça va être pratiquement notre avant-dernière question. Alors, je vais vous dire, tout d'abord, je dois dire que personne n'a de recette magique pour amener les jeunes proches de la tradition séfarade. Je peux uniquement vous dire que lorsqu'un enfant arrive à l'école, que ce soit, en tout cas pour moi, c'est l'âge du lycée au moins, l'âge du collège et du lycée, dans son cursus scolaire, il doit avoir une étude qui parle de l'identité juive séfarade. C'est quelque chose qui doit, on va dire, l'accompagner depuis son éducation. Il va étudier la Torah, le Tanakh, il va étudier la Mishnah, et puis il doit également étudier les grands textes de la pensée séfarade. Parce que ces grands textes-là, c'est ceux-là qu'il va citer. Il faudra faire un choix parmi ces textes-là, et ceux qui vont être pertinents pour son identité quand il sera ensuite à l'université, et qui vont l'accompagner, qui vont être ses outils
pour mener son identité. Sonia l'a dit, je travaille justement à l'écriture d'un manuel comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, c'est nécessaire. Il ne faut pas imaginer que nos enfants seront proches du judaïsme séfarade si rien n'est fait dans un quotidien tout au long des années de scolarité. Alors, la personne qui est Janice Silverstein, qui est avec nous, qui supervise tout ce qui est technique, me dit qu'elle va lancer un sondage très court, hein, qui reprend les questions que je vous ai posées. Donc, je pense qu'elle va le mettre dans questions et réponses, qui reprend donc d'où est-ce que vous êtes, quelle est votre tranche d'âge. Je vous l'ai dit au début, on en a besoin pour nos statistiques, lorsque nous faisons différentes demandes de subventions. Au niveau des participants, nous sommes, si je vois, nous sommes une bonne trentaine, ce qui est pas mal. Voilà, le sondage est lancé, il vous suffit juste de cocher. Prenez le temps, on va laisser ouvert de toute façon tout ça. Nous, on va s'acheminer vers la fin. Je vais vite regarder les commentaires ou les questions que tu peux voir aussi. Mais bon, pour quelqu'un qui nous dit par exemple, famille Messa, c'était mon voisin immédiat au Maroc. Quelqu'un d'autre qui nous demande est-ce qu'il y a des femmes rabbins séfarades. Alors, je réponds à ce monsieur que nous avons, sur le LVS, nous avons une fois interviewé une femme rabbin séfarade qui a été formée donc à cette sensibilité moderne orthodoxe à New York. Là, le nom m'échappe là au moment où Maharat aussi, pour être Maharat. C'est un autre terme que rabbin, ça veut dire guide en matière de loi, de Torah et de spiritualité juive. Cette question-là, c'est laquelle bravo rabbin, commentaire. Bravo rabbin Ben Admon, représentant une alternative en Israël au judaïsme intolérant du mouvement chasse vis-à-vis des laïcs ou de judaïsme réformé, voire traditionnel. Quel avenir a cette alternative? Y a-t-il des facteurs objectifs en soutien à cette alternative? Lesquels? Est-ce que tu voudrais dire quelque chose à ce sujet? Aujourd'hui, on va dire que je dirais qu'aujourd'hui le mouvement chasse, eh bien, est un fragment, hein, du monde ultra-orthodoxe, évidemment avec une ouverture, parce que souvent les familles ne sont pas, les grands-parents ne sont pas nés là-bas, donc ils ont une famille qui leur permet encore de garder un lien avec le monde. Mais aujourd'hui, quelque part, c'est vrai que c'est une grande partie de la population qui est essentiellement autour des enseignements du Rav Ovadia Yosef, donc qui est oriental, qui est pas séfarade. Bon, encore une fois, c'est un choix de vie. Vous savez, l'identité Haredi en Israël est en évolution, hein. Le monde Haredi n'est plus celui qu'on connaissait il y a 10 ans, il y a 20 ans évidemment, mais il y a 10 ans même pas. Et il y a des évolutions incroyables au sein de ce monde-là, et on est face à une intégration grandissante de ce public-là vers le monde du travail, le monde de l'étude, le monde de l'armée. Et donc, quelque part, voilà, donc aujourd'hui, je pense que dans quelques années, il ne restera de Haredi que le chapeau et la couleur noire et blanche. On va arriver très rapidement, en tout cas au sein des populations ashkénazes lituaniennes et séfarades, hein. Dans le monde de la chassidoute, c'est un peu différent, mais en tout cas, je pense qu'on arrive, parce qu'on n'a pas le choix, hein. Il faut les intégrer au maximum. Donc, on a des évolutions. Je pense que les évolutions qui sont aujourd'hui au sein du monde séfarade ou au sein du monde orthodoxe moderne arriveront dans le monde haredi dans 20, 30 ans, 40 ans. C'est inévitable. Bon, ce sera l'objet d'une future conférence. Je pense que les statistiques sont dans l'item polls, PO2LS, si j'ai bien, Janice, j'aimerais bien que tu me le confirmes. Alors, il y a une question, ça va être pratiquement notre avant-dernière question, à propos de deux grandes sommités, le Rav Kook, Ashkenaz, et puis le rabbin Oziel. Alors moi, j'aime beaucoup le rabbin Oziel, qui a été Rishon LeZion, donc le grand rabbin séfarade de l'État hébreu. Et une question sur est-ce que le rabbin Kook a été influencé par le rabbin Oziel? Je ne sais pas pourquoi cette personne pose la question. Moi, je vais la poser de façon plus générale. Est-ce qu'il y a eu une influence réciproque? Ah oui. Alors, tout d'abord, on a affaire à deux géants de la Torah. Quand je dis géants de la Torah, ce n'est pas uniquement en fonction de leurs connaissances évaluables, c'est véritablement en fonction de leur impact sur le monde juif et de leur ouverture. Le Rav Kook était un géant de la Torah, sans aucun doute, un des grands maîtres du XXe siècle, tant en halakha qu'en pensée juive, en Kabbalah, en spiritualité, et le Rav Uziel également. Et ce qui est très intéressant, justement, c'est que les deux proposent deux voies parallèles. Le Rav Uziel était perçu par ses élèves
comme étant un ange, et le Rav Kook également. Mais un ange, pas dans le sens de désincorporé, désincarné, pas du tout, mais comme quelqu'un justement qui avait une forte personnalité et, une action sur le monde qui était, on va dire, extrêmement appréciée. Le Rav Oziel a laissé non seulement des ouvrages de halakha, mais d'une audace incroyable. Aujourd'hui, on aurait honte de les enseigner, tant sur l'électricité pour le Shabbat, pas uniquement pour le Yom Tov, sur les ascenseurs, sur le métro, sur les conversions. C'est incroyable dans ces textes, Mishpete Uziel et Piske Uziel Beshelot Azman, ces deux responsables, c'est des textes incroyables, mais il a également laissé des livres de pensée juive, Egioné Uziel, qui sont des textes très intéressants, et on voit là-bas justement les différences entre le Rav Kook et le Rav Uziel. Est-ce que le Rav Uziel a influencé le Rav Kook? Écoutez, ils ont travaillé les deux en tant que l'un grand rabbin séfarade, l'autre grand rabbin ashkénaze, plutôt Rishon LeZion. Donc j'imagine qu'il y avait des relations. Je peux vous dire les dissensions qu'il y avait entre eux. Il y avait des dissensions évidemment sur le rapport aux femmes, d'ailleurs essentiellement. Mais en tout cas, j'imagine qu'il y avait des influences de l'un sur l'autre. Je ne connais pas de travail universitaire qui a été écrit sur l'influence de l'un à l'autre. Et c'est un travail très intéressant. Voilà, c'est quelqu'un. J'ai jamais pensé Tu à sais, ça. moi, je fais souvent le test quand je pose la question, quand je dis, vous savez que la question du vote des femmes et de l'éligibilité des femmes s'est posée très tôt au sein du Yishuv. Donc le Yishuv, c'est cette communauté juive qui vivait en Israël avant la création, avant 1948, avant la création officielle de l'État d'Israël. Et il y a deux sommités rabbiniques qui se sont confrontés, l'un qui a autorisé le vote des femmes et leur éligibilité, et l'autre qui l'a refusé. Donc lesquels, entre le Rav Kook, puisqu'il s'agissait du Rav Kook et du rabbin Ben Sion Uziel, et j'ai plaisir à dire que c'est le rabbin séfarade qui, dans son responsable rabbinique, a autorisé à la fois le vote et l'éligibilité sur un argument qui est extrêmement intéressant et sur lequel peut-être on reviendra une prochaine fois. Voilà, nous arrivons au thème. Pardon encore hein, pour toutes les questions que j'ai pas pu prendre. Si vous en avez, vous pouvez me les envoyer et moi je me ferai un plaisir de les envoyer au rabbin Michael Benadmon que vous pouvez retrouver en ligne sur tout ce qui concerne, pour ces articles sur la voie séfarade, pour ce qui concerne ces autres interventions sur Aleph. Et d'ailleurs, cet entretien, vous pouvez avoir le replay, vous pouvez le dire à vos amis. Il sera possible en cours de semaine de le réécouter. Qu'est-ce que je veux dire? J'espère que vous avez répondu au questionnaire. Il y a 3 questions. Où est-ce que vous habitez? Quel est votre âge? Et c'est quoi la dernière question? C'est genre, homme-femme, on préfère ne pas répondre, ou ne se situe pas dans ces 2 catégories, puisque c'est aussi une des thématiques du du monde actuel. Je ne sais pas, Gianni, si tu es avec nous, si tu l'es, est-ce que ce questionnaire est accessible à tout le monde? Si tel n'est pas le cas, cher ami, vous avez encore la possibilité de pouvoir y répondre sur l'item qui lui est accessible, donc question-réponse. Voilà, Michael, je te remercie infiniment. C'était un plaisir Merci d'échanger beaucoup avec à toi. toi. Merci beaucoup à toi et bonsoir à tous. Alors oui, le pôle est accessible, donc vous pouvez y répondre. On va laisser ça. Nous, on sera plus à l'antenne, on sera plus, on ne nous verra plus, mais vous pouvez continuer à mettre des commentaires et à répondre à cette question. Nous le laissons encore ouvert pour un bon petit quart d'heure. Toda Rabba, bonne soirée et à très bientôt. Bye bye, bonsoir.